Merci, Marie-Ève. Donc, on commence notre présentation d'aujourd'hui en vous parlant un petit peu des gens qui ont répondu à notre sondage, à notre étude. Donc, on est allé au Québec et en Ontario. On peut regarder plus en détail là, à la prochaine diapo. On a 177 répondants cette année qui se sont prêtés à l'exercice. C'est intéressant de voir qu'il y a 4 de ces répondants sur 5 qui sont dans des postes de direction ou dans des postes de vice-président, donc de vice-présidence, pardon. Donc, on a vraiment le point de vue de leader de l'industrie. Puis, je pense que Marie-Josée le mentionnait, ce genre d'études-là n'existe pas, du moins, on n'en a pas connaissance, on a fait des recherches, on n'a pas de données sur ce qui est dans la tête de nos dirigeants de relations publiques au Québec, en Ontario. Puis, je pense que c'est vraiment pertinent de pouvoir mieux comprendre ce qui vous anime, parce qu'on ne se trompe pas en disant que les relations publiques sont en croissance. Je ne sais pas si vous recrutez actuellement, je ne sais pas si vous avez des défis de recrutement, mais nous, ce qu'on constate, c'est que dans les organisations qu'on sert, les équipes grandissent, il y a des défis pour combler plusieurs postes. On recrute aussi beaucoup chez Casacom, vous vous en doutez. Donc, c'est important d'avoir de mieux comprendre la réalité de ce qui se vit sur les épaules des dirigeants de relations publiques, parce que c'est vraiment un secteur qui est en effervescence. Donc, on trouve ça vraiment, vraiment très intéressant de pouvoir vous partager ce qui est dans la tête de ces gens aujourd'hui. Et on va commencer, on s'est dit, on a fait un sondage, mais on va commencer en vous sondant également. Si on peut juste aller en arrière un petit peu. Oui, voilà, notre premier élément sur lequel on s'est arrêté, c'est les priorités. Ce sont les priorités des dirigeants. Donc, quels sont leurs défis de l'heure actuellement? Puis, on a un premier petit sondage express qu'on va partir. On aimerait ça que vous puissiez nous dire actuellement quelle est la priorité qui vous anime le plus. Donc, Marie-Ève, tu peux lancer un petit sondage express. Nous y sommes. Je vais arrêter le sondage dès maintenant. Partager les résultats. Parfait. Donc, vous voyez que la marque employeur est au sommet des priorités actuellement. C'est intéressant parce qu'on va beaucoup s'y attarder aujourd'hui. La marque et le positionnement stratégique d'entreprise aussi arrivent là, chez un répondant sur 5. Le rayonnement numérique aussi, qui est très important. Et puis, d'autres priorités par la suite. Donc, on va maintenant vous montrer ce que les 177 répondants ont répondu, quelles ont été leurs 3 priorités, disons, du moment lorsqu'ils ont été sondés. Puis la première qui vient, puis les communications numériques l'étaient aussi dans notre petit sondage maison ici, mais là, vous voyez qu'au moment où on a sondé, c'était la priorité. Puis on s'est questionné beaucoup là-dessus parce que il y a évidemment d'autres enjeux qui nous apparaissaient importants, mais à force de croiser les données puis de réfléchir, on arrive à la conclusion qu'il y a beaucoup de bruit sur les médias sociaux, sur les plateformes numériques. Et c'est plus suffisant de juste gérer une communauté ou encore de préparer des publications. Il faut aller beaucoup plus loin, d'autant plus qu'une majorité d'organisations utilisent ces plateformes-là pour recruter maintenant, puis pour soutenir toutes sortes d'objectifs d'affaires aussi qu'elles ont. Donc, il y a une espèce de surabondance de contenu. Puis, vraiment, si on n'avait pas, même à l'interne chez Casacom, des experts en stratégie numérique, on ne serait pas capable de pouvoir aller plus loin que la simple gestion de communauté ou la simple rédaction de publications. Donc, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de questions qui se posent à savoir comment mieux exploiter tout l'écosystème numérique. Là, on parle de médias sociaux, mais communication numérique au sens plus large, infolettres, blogs, sites web, comment arrimer tout cet écosystème ensemble et en tirer le meilleur potentiel. Il y a énormément aussi de demandes pour positionner des dirigeants sur certaines plateformes qui puissent contribuer au thought leadership de leur organisation. Mais encore là, comment bien comprendre les algorithmes qui évoluent sans cesse, trouver la bonne fréquence, le bon ton. Vous voyez que ça devient rapidement complexe, ça s'est beaucoup sophistiqué. Donc, c'est probablement une des hypothèses qui explique que ça soit au sommet des priorités là, des dirigeants en communication. Ensuite, les relations médias qui ont beaucoup évolué aussi
dans je dirais dans les 2 à 3 dernières années, notamment avec la pandémie. Il faut se rappeler là, quand les journaux puis les bulletins de nouvelles étaient remplis de contenu autour de la COVID, ça devenait très, très difficile de pouvoir intéresser des journalistes à d'autres sujets. Donc, et on voit beaucoup aussi la concurrence là, qui est de plus en plus féroce entre les organes de presse, de sorte qu'une histoire qui intéressait Radio-Canada intéresse probablement pas TVA, à moins qu'elle soit là, de nature très, très, très importante. Donc, ça s'est beaucoup complexifié encore là. Et il faut probablement, ça explique probablement pourquoi beaucoup d'organisations cherchent à trouver une manière de demeurer pertinent aux yeux des journalistes. Cela dit, on voit que c'est quand même 40% des organisations qui en font une priorité. Il y a, Marie-Josée parlait de notre vision des relations publiques, on constate de plus en plus que même si c'est une priorité pour beaucoup de nos clients, ils reconnaissent que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est beaucoup trop fragile ou risqué de se fier uniquement à de la couverture médiatique pour améliorer notre positionnement, renforcer notre positionnement, notre visibilité. Donc, de voir que les communications numériques, que la création de contenu et que tout, je dirais, l'écosystème numérique arrive aussi dans les priorités, ça nous dit aussi que on ne peut pas uniquement tabler là, sur les relations médias pour arriver à nos fins. Il faut le voir beaucoup plus largement que ça. Puis le dernier, puis là, il était aussi très important dans le petit sondage maison qu'on vient de faire, c'est le positionnement stratégique de l'organisation. Prédiction très humble, ça risque d'augmenter dans les prochaines années. C'est beaucoup ce qu'on ressent dans les échanges avec nos clients actuellement parce que la marque a besoin d'avoir du sens, a besoin de générer un sens pour des enjeux de recrutement, de rétention, mais aussi de relation avec les consommateurs, avec les différentes parties prenantes. Puis une marque qui n'est pas, je dirais, en phase avec les réalités, avec les défis de 2022, automatiquement là, est en déficit de crédibilité. Donc, on voit vraiment ce volet-là. Il faudra le suivre, là, mais on peut anticiper que ce 38%-là va être en hausse là, dans les prochaines années. Donc, c'est les 3 priorités qu'on a notées. On s'est intéressé aussi au budget au niveau numérique et puis sur les médias sociaux. C'est intéressant, on a constaté que le budget était demeuré en fait le même pour une majorité de répondants. Puis on s'est questionné, est-ce que les budgets ont été décuplés l'année dernière de sorte que cette année, ils ont été maintenus à un niveau plus stable? Il faut se rappeler qu'on était en l'an 2 de la pandémie, il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts qui étaient mis sur les médias sociaux, notamment parce que tout était chamboulé là, un petit peu au niveau des communications. Ce qu'on voit par rapport à nos clients actuellement, c'est que ce n'est pas une question de dollars, c'est une question de pertinence aussi. Il y a peut-être cette réflexion-là qui commence à percoler aussi dans beaucoup d'organisations. On met des sommes importantes, mais quels résultats on en tire? Comment on peut relier les indicateurs de performance de nos communications numériques à nos stratégies d'affaires? Comment on peut déterminer avec, je dirais, sérieux que même si on augmente notre portée ou on augmente notre engagement sur certains types de publications, quand on les commandite, comment on peut associer ça à une réelle progression sur certains thèmes, certains enjeux qui nous sont forts. Donc, il y a probablement une réflexion qui devient peut-être plus présente, à savoir que ce n'est pas une question de quantité de dollars, mais beaucoup plus de pertinence des contenus, puis aussi d'avoir la bonne raison d'être pour chacune de nos publications, pour chacune de nos plateformes. Donc, c'est une hypothèse qu'on porte sur l'évolution des montants. Ensuite, on s'est intéressé à savoir la proportion de dirigeants de communication qui faisaient appel à de l'accompagnement externe. Donc, on est quand même à 3/4 et plus là, qui ont sollicité une aide à l'externe. Évidemment, quand on regarde les raisons, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas étrangère à ça. Encore récemment, puis vous le vivez probablement dans vos milieux aussi, on se faisait dire là, par des gens de recrutement que TI, RH et communication étaient les 3 secteurs qui étaient les plus en demande actuellement, où il fallait travailler d'arrache-pied pour combler les postes. Donc, puis je fais un lien aussi avec le sens. Tantôt, on parlait de l'importance d'avoir du sens pour les marques. C'est important de le mettre en parallèle. Donc, on cherche des employés, puis les employés cherchent du sens. Donc, vous voyez, on va parler un peu de marque employeur tantôt. Je pense que ça met bien la table. Les 2 derniers points, pourquoi on fait appel à l'externe? Des conseils stratégiques ou encore un besoin d'expertise spécifique. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant que les relations publiques se sont éminemment sophistiquées au cours des dernières années. C'est plus suffisant d'être bon en relations médias ou encore de savoir rédiger pour l'interne.
quand les organisations vont chercher à bâtir leurs équipes de com, ben, forcément, ils ne pourront pas avoir toutes les expertises. On n'aura pas toujours des gens qui sont spécialisés en marque employeur, en coaching de porte-parole, en stratégie ESG, en com interne, en com numérique. À un moment donné, il faut aller à l'externe pour aller chercher des spécialisations puis de l'expertise qui est plus pointue. Donc, cette donnée-là sous-tend un peu là, cette idée-là. Quand on regarde du côté des expertises qui sont surtout recherchées là, dans l'accompagnement externe, donc on voit que les relations médias reviennent. Et ça aussi, ben, on constate que chez nos clients, le besoin d'avoir une stratégie de relations médias est existant chez beaucoup de clients encore. Mais il y a une prise de conscience, comme je disais un petit peu plus tôt, que ce n'est pas suffisant. Donc, il y a comme une reconnaissance que pour faire des relations de médias, maintenant, on n'est plus dans la quantité d'articles, on est dans vraiment la pertinence et la qualité. Mais pour arriver à générer une retombée qui a vraiment de l'impact, ben, il faut vraiment réfléchir à un ensemble de critères. Est-ce qu'on est en primeur? Est-ce qu'on est en exclusivité? Est-ce qu'on approche un journaliste avant un autre? Est-ce qu'on tient compte de la compétition entre les médias? Est-ce qu'on pitch avant un congé férié? Il y a tellement d'éléments qui peuvent expliquer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, que ça explique pourquoi il faut, beaucoup d'organisations veulent s'assurer de mettre toutes les chances de leur côté pour générer des retombées médias et que les résultats soient probants. Maintenant, on voit qu'il y a quand même d'autres priorités qui sont recherchées quand on fait affaire à l'externe au niveau des affaires publiques, des relations gouvernementales. Je pense que c'est intéressant dans un contexte où on recommence un cycle de gouvernement très, très majoritaire. C'est pas simple de pouvoir, entre autres, collaborer avec les oppositions, de préparer une stratégie qui tient compte du fait que la majorité des sièges sont du côté d'un parti, mais qu'on veut quand même pouvoir faire avancer certains dossiers. Donc, on sent chez nos clients là, un besoin de bien se faire aiguiller dans ce contexte-là de gouvernement très majoritaire pour un deuxième mandat en ligne. On a beaucoup de questions de nos clients à cet effet-là, puis on pense que ça peut expliquer là, pourquoi les relations gouvernementales arrivent quand même comme deuxième priorité. Puis finalement, les communications numériques. Je pense que tout est dans tout. On a vu que c'était une des priorités, on a vu que c'était sophistiqué, c'était plus complexe. Donc, on se tourne vers l'externe pour aller chercher vraiment, je dirais, une stratégie numérique, essentiellement. Parce que le quotidien, la gestion de la communauté, la rédaction des contenus, souvent, ça se fait à l'interne, puis ça fonctionne assez bien. Après ça, est-ce que c'est optimal en termes de résultats? Est-ce que ça soutient vraiment l'organisation, les objectifs d'affaires? C'est là qu'un accompagnement externe peut être pertinent. On parle de marque employeur, sans surprise. On voyait dans le petit sondage maison qu'on a fait juste auparavant que c'était une de vos priorités. D'ailleurs, on a un deuxième petit sondage maison. On veut savoir si vous en avez une qui est en cours de déploiement ou encore si vous envisagez en faire une dans la prochaine année. Donc, Marie-Ève, tu peux lancer ce court sondage à l'instant. C'est parti. Je vais arrêter le sondage dans quelques instants. Et maintenant, je l'arrête. Et je vous partage les résultats. Bon, on voit qu'il y a une certaine unanimité. Je vous dirais que si vous êtes dans les 6%, on peut se parler. Il y a peut-être une question ou peut-être que vous l'avez déjà fait et que c'est déjà en cours d'exécution, mais je pense qu'on voit que c'est vraiment une tendance. Puis ça, c'est intéressant de voir que l'année dernière, on avait posé ces questions-là, puis on sentait que ça décollait, mais pas à vitesse grand V. Il y avait encore beaucoup de défis, entre autres, pour trouver des spécialistes dans les équipes de communication, avoir embauché des gens qui peuvent, d'un point de vue de communication, pouvoir soutenir ces campagnes-là. Donc là, on voit que c'est clairement une de vos priorités, puis vous allez voir un petit peu que dans les résultats de nos répondants aussi, c'est une priorité cette année ou du moins pour l'année à venir. Donc, on peut regarder un petit peu plus en détail ce que ça a donné à la prochaine diapositive. Donc, vous voyez plus qu'une entreprise sur deux ou plus qu'une organisation sur deux détient une stratégie de marque employeur, un petit peu plus en Ontario qu'au Québec.
Et puis, sinon, plus de 3/4 là, vont le faire dans un futur assez rapproché, dont précisément pour beaucoup dès l'année prochaine. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans, je dirais, par-dessus par-dessus la tête. Puis, quelques informations qu'on peut vous partager là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que ça a longtemps, la marque employeur a été l'apanage des RH. Et avec certaines raisons derrière ça, étant que c'était relativement tactique, on venait soutenir un petit peu nos processus de recrutement avec différentes stratégies ou différentes approches pour, disons, venir mousser un peu le nombre de candidatures qu'on recevait essentiellement là, dans la si on se rapporte il y a 5-10 ans, là, on ne parlait pas de marque employeur comme on en parle évidemment aujourd'hui. Dans un contexte de pénurie, dans un contexte de recherche de sens aussi qui est de plus en plus grand, puis de besoin pour les organisations de se différencier les unes des autres, c'est là que la collaboration entre les RH et les communications devient beaucoup plus importante. Ce qu'on a vu dans les nombreux mandats de marque employeur qu'on a déployés au cours des derniers mois, c'est que ça ne peut pas être un satellite, la marque employeur. Ça ne peut pas être quelque chose qui flotte à l'extérieur de la marque de l'organisation parce que ça crée une déconnexion. Puis on l'a entendu dans certains cas, ça devient la patente du marketing, la patente des communications, le projet des RH, mais ça ne vit pas vraiment dans le cœur de l'organisation. Donc, les gens de RP sont les gardiens de la marque, les gardiens de la réputation. Ils se doivent de pouvoir collaborer, de contribuer avec les RH pour vraiment faire vivre une marque employeur qui ne soit pas déconnectée de la réalité. Donc, ça, c'est un premier point qui est très important. Puis, vous allez voir dans les prochains chiffres qu'on vous montre, on a des données là-dessus à savoir un petit peu plus loin. Je ne veux pas me devancer, mais on va revenir à cette question-là. Qui travaille sur la marque employeur dans les organisations. Mais juste avant, pourquoi on fait une marque employeur? Évidemment, la première réponse qui vient, mais on veut attirer, on veut recruter davantage. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'est pas très loin au niveau de la rétention, parce qu'à quoi bon recruter si nos employés quittent? Puis, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup aussi, ça, peut-être certaines erreurs ou certains apprentissages qui ont été faits dans des organisations où on se créait un slogan, on se créait quelques contenus visuels, on affichait ça sur nos plateformes externes, puis on se disait, ça y est, ma marque employeur peut vivre. Mais à l'interne, comment c'est reçu? Est-ce que ce qu'on dit pour recruter et ce qu'on vit vraiment à l'interne? Donc, il y a vraiment un processus dans la planification de la marque employeur qui inclut un audit, des sondages, des groupes de discussion, parce qu'on veut aller chercher le pouls du personnel, vraiment savoir ce qui les a attirés, ce qui fait qu'ils demeurent en poste dans leur organisation. Puis il faut que ça évolue tout au long du déploiement de la stratégie en adéquation avec ce que les employés ont dit, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Parce que je reviens à ma déconnexion tantôt, ça peut être un piège assez important là, pour les organisations de se présenter sous un jour, mais de ne pas vivre réellement ce qu'on annonce à l'externe. Donc, d'où le numéro 2 à 20 qui est assez élevé. Puis vous voyez que la mission, vision, valeur, on n'est pas loin aussi. Puis c'est aussi un des pièges de vraiment créer une campagne qui n'est pas en phase avec comment on fait les choses, quelle est notre culture, comment on vit à l'intérieur de notre organisation. Donc, tout ça, pour nous, c'est lié à la marque de l'organisation. C'est quoi notre positionnement, disons, ombrelle comme organisation? Tout ça devrait être intrinsèque, devrait être lié et non une stratégie de marque employeur qui vit un positionnement corporatif, qui vit un positionnement marketing avec nos clients. Il y a vraiment une interconnexion qui est très, très importante parce que sinon, on crée une déconnexion là, entre nos différents publics, puis on n'arrive pas à progresser dans le sens souhaité. Donc, tantôt, je disais, c'est important, c'est intéressant de regarder est-ce qu'il y a une collaboration entre RP, Com et RH. Vous voyez, on est presque à 1 sur 2, là, où c'est une responsabilité partagée. Nous, c'est vraiment une pratique qu'on a vue comme étant gagnante là, quand on présente nos stratégies, puis qu'on a des gens d'RH qui s'intéressent beaucoup au processus, à l'affichage, vraiment au recrutement comme tel, puis avec les bons indicateurs, puis on a les gens aux communications qui peuvent vraiment amener toute la notion de l'adéquation avec la mission, les valeurs, c'est beaucoup plus gagnant. Mais ça n'empêche pas que la haute direction doit s'en mêler aussi. Puis c'est intéressant de voir qu'on est à 85% parce que qui est le gardien ultime de la vision des valeurs? C'est la haute direction, c'est la présidence, c'est son équipe, sa garde rapprochée. Donc, il faudrait se méfier, je dirais, si la haute direction dans vos milieux ne s'intéresse pas ou ne souhaite pas
participer, il y a un enjeu, un écueil là, qui peut être soulevé. Oui, Jean-Michel, ouais, je vais juste ajouter le fait que c'est beaucoup de la rétention. Le recrutement, ça existe, là, c'est vraiment, vraiment important. Mais on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de rétention aussi. C'est pour ça que les RH là, ils ont les deux mains dedans aussi. Ça coûte très, 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 très cher perdre un employé. Effectivement, Marie. Au niveau du budget, on a eu une surprise, en fait. Bon, sans surprise, plutôt première partie sans surprise, le budget a augmenté. Si ça devient une priorité et si, pour toutes les questions de rétention que Marie-Josée évoquait, puis de besoin de recrutement, on a compris l'investissement qui était nécessaire, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on peut se questionner quand on voit que le budget alloué aux communications internes a stagné dans près de 2/3 des organisations. Incongruité, c'est le bon mot parce que comment va-t-on faire vivre cette marque employeur-là à l'interne par la suite? Est-ce qu'on va avoir des ambassadeurs? Est-ce qu'on va avoir des outils de communication? Est-ce qu'on va avoir des contenus qui vont être mis en place pour refléter, incarner nos valeurs? Si tout ça ne vit que sur Indeed et votre site web et votre page LinkedIn, danger, parce qu'on est encore une fois dans une espèce de dichotomie entre ce qu'on dit à l'externe puis ce qu'on vit vraiment à l'interne. Donc, on voit quand même un écueil là pour probablement quelques organisations là, pour lesquelles les investissements n'ont pas suivi en communication interne parce que c'est vraiment la com interne est un vecteur très, très important pour incarner la marque employeur dans le quotidien, en continu. Puis, c'est pas une campagne, c'est le cœur de ce qu'on est, puis ça doit vivre. Donc, il faudra voir comment ça évoluera, mais assurément une incongruité ici, à notre avis. Marie-Josée? Oui, c'est mon tour. Bonjour tout le monde. Rebonjour en fait. Je vais vous parler de ESG qui est vraiment un sujet que j'adore. Puis pourquoi j'adore le ESG, puis pourquoi chez Casacom on adore le ESG puis la RSE, puis je vais ajouter le développement durable. Là. Puis il doit y avoir d'autres façons de parler de ce sujet-là, l'impact positif, les 3 P, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on célèbre quelque chose de vraiment intéressant chez Casacom. On célèbre notre première certification B Corp. On est vraiment, vraiment contents. Après 1 an là, de travail et d'attente, surtout, je dirais, on a été certifié. C'est vraiment une belle victoire. Le ESG, évidemment, c'est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. La RSE, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Le développement durable, vous savez c'est quoi. Parfois, il y a des nuances entre tout ça, puis on pourrait vous les expliquer, mais grosso modo, on a mis ça dans le même paquet. Pourquoi c'est si intéressant pour moi, c'est que c'est la quintessence des relations publiques. Les relations publiques, vous savez, c'est les relations avec les publics. Et dans le ESG, puis là, je vais parler de ESG, je ne parlerai pas de tous les autres en même temps, au même moment. Vous comprendrez que ça inclut tout le reste. Dans le ESG, on s'intéresse aux enjeux et aux opportunités qui existent avec chacune des parties prenantes. Donc, on est à un autre niveau. On est dans de l'action. Moi, j'aime beaucoup les preuves. C'est le fun de dire des choses, mais les preuves, il n'y a rien de mieux. Donc, l'ESG, c'est des preuves. C'est des preuves de bonnes relations publiques. Donc, à ce sujet-là, on a une question pour vous. On y va, Marie-Ève? Oui, ça part maintenant. Donc, avez-vous une stratégie ESG ou RSE? Êtes-vous impliqué dans la stratégie? Je ne parle pas de la communication, mais de la stratégie. Et je mets fin au sondage dans 3, 2, 1. Oui, je écoutez, les résultats. Merci, c'est super intéressant parce que ça correspond beaucoup à ce qu'on va vous montrer. On a un bon échantillon, un autre échantillon aujourd'hui, on est content, qui confirme ce je vais vous montrer. Donc, je ne vous en parle pas trop, mais je vois que la moitié a une stratégie ESG et que 34% est impliqué dans la stratégie, mais 66% ne l'est pas. Donc, on va y aller. Marie-Ève, je ne peux pas changer. OK. Donc, on a de la suite des idées. On vient de parler de ça et on voit ici que pour 50% des entreprises qu'on a sondées, ils ont une stratégie
ESG, 37 non. C'est plus populaire en Ontario, comme vous pouvez voir, qu'au Québec, 68 45 au Québec. Et dans la dernière année, on a noté une hausse plus importante en Ontario, alors qu'on a vu une stabilité au Québec. Moi, je vais juste vous dire que c'est pas ça qu'on observe. La demande en stratégie ESG chez nous est très, très forte. Nous autres, on a lancé la pratique là, il y a à peu près un an. On a une directrice ESG, on a une équipe ESG. La demande rentre, je vais vous dire, on va recruter beaucoup dans ce secteur-là. Donc, la stagnation au Québec, là, je ne sais pas. Mais probablement que l'Ontario est plus avancé que nous. D'autres données intéressantes du côté du ESG, il faudrait changer la slide. Je suis désolée, j'ai pas de contrôle. Donc, du côté, bon, on voit que seulement 50 des entreprises qui ont une stratégie ESG publient un rapport. Et on avait les mêmes données l'année passée. On était bien surpris de ça, on l'est encore. Sauf que il faut savoir que avant de publier un rapport, il faut vraiment être très clair sur la stratégie, avoir des cibles, avoir tout implanté une façon de collecter les données. Donc, ça vient après. On peut comprendre un peu que ça vient après, mais quand même, l'ESG, c'est vraiment basé sur la reddition de compte. Également, pour 35 des répondants, là, la démarche ESG englobe et vient évaluer toute la performance d'une entreprise. Ça, je trouve ça vraiment intéressant et très encourageant parce que c'était notre numéro 1. On voyait aussi que pour 24 c'était de prendre position publiquement sur des enjeux sociaux. Et pour 18 c'était de s'aligner avec des référentiels reconnus comme les 17 principes de développement durable de l'ONU. On voit aussi que pour 47 des répondants, l'équipe des RPCOM est impliquée dans la stratégie. 75 est plutôt impliqué dans la communication, puis 34 est impliqué dans la divulgation, donc dans le reporting. Je trouve ça super intéressant, mais je vous dirais attention à quelque chose ici. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup communiquer sur des choses que je connais, des choses que je peux démontrer, des choses dont je suis certaine. Alors, si on est juste impliqué dans la communication ESG, faut vraiment poser beaucoup de questions pour s'assurer que qu'est-ce qu'on communique, c'est exactement ça. Vous savez, un des dangers du côté ESG, c'est le greenwashing ou le ESG washing. Et c'est rendu extrêmement cher d'en faire. Tu étais rendu là où je voulais aller, Marie-Ève. Pourquoi le ESG? Vous voyez, c'est très, très fort. Il y a une raison majeure. C'est celle qui dit, ben, nous le faisons parce que dans le fond, c'est la bonne chose à faire. C'est ce qu'on entend chez nos clients. Nos clients nous autres, on cherche toujours à savoir pourquoi maintenant, etc. Il y a des gens qui vont nous dire, ben, c'est vraiment, à la fin de la journée, c'est vraiment, on fait ça parce que c'est la bonne chose à faire. On sent là, que on est rendu là pour contribuer comme entreprise. C'est vraiment de la musique à nos oreilles. Évidemment, donc, ils veulent véhiculer leurs valeurs. Puis, ce que vous voyez en 10, 7, 6 du côté de l'image, 10, c'est pour améliorer notre image. Bon, c'est une raison. Le deuxième, c'est-à-dire 7 c'est pour répondre aux exigences des investisseurs. Ça, on voit de la pression, hein, on voit de la pression du côté des investisseurs. Et 6, c'est pour engager davantage nos parties prenantes externes. Donc, ça peut être les gouvernements, ça peut être les communautés, ça peut être évidemment les clients. Du côté des budgets, ça a significativement augmenté, mais je vais mettre un bémol ici, puisque nos répondants, s'ils ne sont pas impliqués dans la stratégie, ben, je ne sais pas comment ils peuvent le savoir vraiment. C'est peut-être les budgets de communication reliés au ESG qui augmentent. Donc, je vais juste faire un bémol. L'autre point, c'est tout ce qui est les obstacles concernant l'ESG. On en a quelques-uns ici. Le premier obstacle, la première difficulté rencontrée, c'est vraiment d'en faire une priorité pour tous les acteurs concernés. Nous, quand on travaille en ESG, là, le PDG est avec nous. Fait que si le PDG
pour le PDG, c'est pas le ou la PDG, évidemment. Si c'est pas une priorité, ça va être difficile de faire avancer le projet. Donc, ça part vraiment, vraiment, vraiment d'en haut. Évidemment, des questions de temps qui sont importantes ou encore aller cueillir des données. Le renseignement, ça demeure quand même une denrée très précieuse et difficile à obtenir. Donc, ça fait une discipline puis une organisation. Développer, prendre position sur vraiment qu'est-ce qu'on veut là, comme objectif, puis notre positionnement. Puis obtenir des données précises, des données de qualité. C'est très, très important. Vous savez, par exemple, notre spécialiste ESG, les membres de notre équipe ESG, ce sont des gens de recherche et des gens qui sont capables, des gens d'analyse, des gens de contenu. On est ailleurs, là. Mais on vient renchérir nos équipes de communication avec des gens de contenu. Puis je vais juste insister sur les deux derniers qui m'apparaissent c'est surprenant que c'est si bas, 6 3 Nous, ce qu'on observe dans le marché, c'est qu'il y a un manque d'expertise. On aurait besoin là, on a besoin d'immigrants au Québec, on a besoin de spécialistes ESG au Québec, puis on en a besoin ailleurs, évidemment, dans les autres pays. Aux États-Unis, c'est une pénurie de... Je veux dire, les besoins là, dépassent les ressources en ESG. Finalement, on a posé une belle question cette année sur la communication autour de la diversité et équité et inclusion. Est-ce qu'on inclut ça? Comme vous pouvez voir au niveau images et vidéos, c'est très fort, 90 %, puis bon, quelques petites différences Québec-Ontario, mais c'est pas vraiment important. Du côté écriture inclusive, on voit une bonne différence entre le Québec et l'Ontario. On est à 76 % au total. Le Québec est à 70 % et l'Ontario à 95 %. Nous, chez Casacom, je pense que vous l'avez constaté, là, c'est l'écriture inclusive là, à presque tout le temps. Mais en fait, notre interprétation ici, là, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Ça demande beaucoup plus d'investissement et de formation à écrire inclusivement en français qu'en anglais. C'est beaucoup moins genré en anglais. Donc, c'est notre interprétation. On va voir l'année prochaine comment ça va se matérialiser l'année prochaine. Donc, ça, c'est pour le ESG, la RSE. On va passer à un autre sujet que j'adore, la place des RP dans les organisations, l'influence des RP dans les organisations. Puis, encore une fois, là, moi, il me faut des preuves. Fait que les données qu'on va chercher, c'est des données qui démontrent si on a une influence, on a du pouvoir dans les organisations. Puis c'est une grande cause pour Casacom. Nous, l'élévation, c'est notre raison d'être, mais on veut élever nos clients dans leur organisation, on veut élever nos clients dans la société, mais on veut aussi élever la profession des relations publiques. C'est pour ça qu'on a une question pour vous, mais qui, encore une fois, touche les preuves. Marie-Ève. Le sondage part maintenant. Donc, est-ce que vous prévoyez augmenter vos effectifs? Ça aussi, c'est des preuves. Est-ce qu'on augmente? Pendant que les autres augmentent, nous autres, est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on avance? Je vais arrêter le sondage dans 3, 2, 1. Merci, Marie-Ève. Donc, on voit 36 % oui, 64 % non. Ah, écoutez, c'est trop drôle. Les statistiques, c'est merveilleux, hein? Moi, je trouve ça merveilleux. Vous allez voir comment c'est merveilleux. Alors, on peut passer à la prochaine. Vous vous souvenez des chiffres? On est pas mal là. C'est le deuxième boulette, là. C'est pour l'année prochaine, 60 % croient que la taille de leur équipe va rester la même, 39 % pensent qu'elle va augmenter. Je pense que c'est ça qu'on a eu comme chiffre. Tantôt, est-ce que je me trompe? Jean-Michel, toi qui es si brillant dans les statistiques, là, ça. En tout cas, c'est mon souvenir. Très semblable. C'est ça. Donc, c'est ce que les gens nous disent qui va arriver l'année prochaine. Dans les 2 dernières années, c'était 56 % ont vu leur équipe croître, puis 39 est restée la même. Ce qu'on observe, c'est que les gens sont conservateurs quand ils pensent au futur. C'est ce qu'on a observé là, quand on compare nos 2 années. Là, on est conservateur quand on prédit. Puis là, quand on se revire de bord, on dit « Oh mon Dieu, mon équipe a augmenté. » Est-ce que cette année, ils sont conservateurs parce qu'il y a une pénurie d'emplois puis ils se disent « Oh, ça va être difficile à recruter. » Ou encore, c'est le bruit de la récession. Là. Puis surtout, nous autres, on a sondé au mois de juin, là, on entendait beaucoup parler de la récession.
Donc, c'est ça, mais quand même, les équipes, retenez que les équipes ont augmenté pour 56 des répondants. L'autre donnée, c'est concernant les budgets de dépenses. Puis ben là, je pense que je vous lance un défi. C'est bien beau les équipes qui augmentent, mais les budgets restent les mêmes pour 53 des répondants. Bon, 38 là, ça augmente, mais c'est quand même intéressant de voir que ça avance moins vite. L'argent rentre moins vite que les ressources. Et je le mentionne parce que, encore une fois, money talks. Hein? Donc, c'est une preuve. C'est une preuve d'influence, c'est une preuve de pouvoir. L'autre donnée qu'on a amenée, c'est les données qu'on a amenées, c'est quelques données, là, à savoir que, moi, c'est des données que vraiment de la musique à mes oreilles, là, que pour 80 des organisations qu'on a sondées, là, le leader en relations publiques, communication est siège au comité de direction. Donc, ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Ensuite, dans 75 des cas, cette personne-là ou l'équipe va faire une présentation au conseil d'administration à peu près 3 fois par année, ce qui est énorme. Et finalement, ben, ça, c'est une petite note négative, mais moi, je vais la tourner positive. En tout cas, on dit ici que 36 des répondants considèrent que leur travail n'est pas assez reconnu, mais pour terminer avec un sourire, là, 60 considèrent qu'ils sont suffisamment reconnus. Bon, en termes de mots de la fin, oui, je suis rendue là. Parce que moi, je veux entendre des questions. Ce qu'il y a à dire, c'est que, bon, si je résume, là, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, la communication numérique, là, c'est très, très fort, très populaire, les médias sociaux aussi. La marque employeur, c'est le dispositif de choix pour les organisations pour mobiliser, retenir, recruter des employés. Puis que malgré une compréhension mitigée là, de l'ESG, etc., on voit là, que ça devient de plus en plus important au niveau notamment au niveau de la hausse du budget. Puis que moi, j'observe vraiment quelque chose d'intéressant du côté de l'influence des équipes de relations publiques et de communication. Puis je me demandais si c'était votre lecture aussi. Donc ça termine notre présentation. Et on pourrait terminer, arrêter de